Bonjour Benoît Bourla. Bonjour Daniel. Vous êtes actuellement président fondateur du groupe Amicio. C'est quoi votre travail ? Alors mon travail, c'est déjà deux activités. Le groupe, c'est une activité de conseil qui est l'activité historique, et puis c'est une activité de prestataire de solutions externalisées dans l'univers de la relation client. Mon travail, il dépend en fait des défis, des projets que l'on a. Et on a une organisation qui est très inspirée du rugby. Donc de temps en temps, je suis numéro 2, au cœur du combat, comme un talonneur sur certains sujets. Sur d'autres, je suis plutôt le gestionnaire du rythme en demi de mêlée. Et puis sur un certain nombre d'autres, je suis plutôt en arrière, en numéro 15, qui a à la fois la profondeur et la largeur pour amener soit de la valeur ajoutée, soit être le garant d'un certain nombre de valeurs. Et sur ce poste-là, par rapport au conseil, qui est dans l'ADN, puisqu'on est né du conseil, je suis le garant de cet ADN. Et puis j'ai un deuxième point sur lequel je suis également garant, c'est qu'on est devenu entreprise à mission. Et sur cette partie-là, avec 550 personnes qui ont travaillé sur la raison d'être et sur les engagements, je suis garant du fait que cette mission, c'est pas simplement de la communication, mais que c'est une réalité et que quasiment chacune de nos décisions est regardée au prisme de cette mission. Voilà, c'est ça mon travail presque au quotidien. Quelle est votre histoire professionnelle ? Alors l'histoire professionnelle, on va pas remonter très très loin en arrière, mais bon, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC. Ensuite, j'ai été marqué par une expérience de 2 ans comme lieutenant parachutiste, chef d'équipe de recherche au 13e RDP, qui est un des piliers des forces spéciales en France, et qui m'a forgé le caractère, avec lequel je suis allé au bout de mes peurs, au bout de la devise du régiment, c'est au-delà du possible. Donc vraiment, je suis allé loin. Alors bien sûr dans la dimension physique, mais dans la dimension mentale. Et donc voilà, ça m'a marqué. Et puis après, j'ai retrouvé des camarades de jeu connus sur le terrain de rugby, pour une dizaine d'années de conseils, très orientés PME, et sur lequel j'ai travaillé du management humain, du management technologique et du management organisationnel. Puis au bout d'une dizaine d'années, j'avais envie d'être plutôt du côté de ceux qui font et arrêter d'être du côté de ceux qui disent comment il faut faire. Et là, je suis tombé dans l'univers de la relation client chez Canal+, dans une logique française, puis ensuite chez Disney dans une logique européenne, puis ensuite chez Accor dans une logique plutôt mondiale. Et là, j'avais envie de voler de mes propres ailes, et donc j'ai monté Relation, un cabinet de conseil en optimisation de l'expérience client et des centres d'appel, des centres de relations clients. Et puis de fil en aiguille, j'ai été amené à reprendre une entreprise en difficulté. Tout le monde me disait que ce n'était pas possible. Peut-être que c'était le au-delà du possible qui m'a permis de le faire. Et puis ensuite, une intégration d'une autre entreprise, et qui fait qu'on est aujourd'hui avec ce groupe qui fait à peu près 550 personnes. C'est quoi le fil rouge de votre carrière ? Le fil rouge de ma carrière, c'est l'équipe, le jeu. J'aime jouer, j'aime réussir en équipe, j'aime les succès collectifs.
J'ai jamais pris un plaisir extraordinaire dans les réussites purement individuelles, alors que dans les réussites collectives, ça m'a marqué. Je vais prendre juste une anecdote. Quand j'étais minime cadet, j'étais sélectionné pour 3 championnats de France en tennis, en escrime et en tennis de table. Là où j'étais le plus mauvais, c'était en tennis de table, mais c'était en équipe. Et mon père, qui trouvait que je n'avais pas les résultats suffisants, m'a dit il n'y en aura qu'un seul. J'ai choisi celui-là parce que c'était l'équipe. Vous rêviez de faire quoi quand vous étiez enfant ? Alors, j'avais pas de métier en tête. J'avais comme souci de vouloir porter les couleurs de mon pays et son mode de vie, qui à l'époque me paraissait être un des modes de vie les plus satisfaisants de la planète. L'organisation de la cité m'intéressait, mais je ne savais pas si ça serait dans l'univers du sport, de la politique ou de l'économie et de l'entreprise. Voilà. Mais voilà, c'était ça mes moteurs. 2 dates marquantes dans votre vie ? Alors, il y a 2 dates très personnelles qui sont en 82, la rencontre de celle qui partage ma vie et tout. Et donc ça fait 42 ans. Et puis les 4 naissances de nos enfants, parce que là on prend la responsabilité de la transmission. Là, c'est assez important. Et puis, sur la partie professionnelle, je l'évoquais tout à l'heure, les 2 années au 13e RDP, elles ont été assez fondamentales. Et puis, j'ai un vrai anniversaire en mars 2014. Il se trouve que je combine 2 choses en même temps qui n'étaient pas du tout prévues. C'était la reprise de Colexpert que j'ai évoqué, où on sauve 160 emplois alors qu'on est une petite équipe de même pas 10 personnes, et on est choisi comme le projet qui est le plus sauveur d'emplois. Et puis en même temps, mais c'était un engagement que j'avais pris quelque temps auparavant. Je suis élu maire de mon petit village. Voilà. Donc les 2 en même temps, ça c'était un peu moyen, mais ça a été assez fondateur. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la marmite de l'expérience client ? Je l'évoquais tout à l'heure, la partie conseil, j'avais développé du management humain, j'avais développé de la partie technologie, de la partie organisation, et je cherchais quelque chose d'assez opérationnel sur lequel je puisse combiner le management humain, le management de la techno et le management des organisations et l'univers des centres de relations clients, c'était justement cette combinaison. Donc voilà, j'y ai immédiatement plongé, j'y suis et pris avec passion. Quel est votre regard sur l'avenir de l'expérience client ? Alors, l'avenir, il se construit aussi par rapport à ce que l'on est et ce en quoi on croit. Moi, je suis intimement convaincu que plus on avance dans la digitalisation, dans la robotisation, et plus on a besoin d'humains. Alors, moins peut-être en volume, mais en tout cas beaucoup plus en qualité. Et donc, on a besoin que dans la relation client, lorsque l'on va à la rencontre de l'autre, on trouve réellement quelqu'un qui ait envie
envie de vous rencontrer. Et donc que ce soit bien deux personnes uniques qui se rencontrent, même si il y en a une qui est l'ambassadeur de la marque et l'autre qui est le client de la marque, qui est l'objet de cette rencontre. Mais on doit avoir cet humain. Et donc, ça, c'est fondamental. Et c'est d'autant plus fondamental que cette relation, c'est ça qui... La relation à l'autre, c'est ça qui crée notre humanité. Et donc, on en a besoin, comme ça s'appauvrit un peu partout autour, on a vraiment besoin, et c'est pour ça que cette profession, mais de la même façon que les métiers de soins ont un grand avenir, cette profession a un grand avenir. Alors après, on peut évoquer la technologie qui arrive, et bien évidemment l'intelligence artificielle qui est... mais moi, ce que j'ai vu, parce que ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années, la qualité, la satisfaction des clients dans l'ensemble des interactions, elle n'a pas progressé au fur et à mesure que la technologie est arrivée, elle a même plutôt régressé. Parce que on a eu souvent tendance à mettre la techno, mais pas à faire les efforts à côté sur les hommes et les femmes qui le traitent. Et donc l'intelligence artificielle, elle arrive et elle va changer à trois endroits de la relation client. Elle va changer des éléments sur la partie amont pour router de manière beaucoup plus intelligente que nos SVI et aller directement vers les bonnes réponses ou les bons experts ou l'ensemble des bonnes réponses aux questions qui sont posées. Il y a une deuxième partie qui est au cœur du traitement et qui, pour partie, produira une partie du traitement ou qui synthétisera et mettra directement dans le CRM le résumé de l'interaction. Et puis il y a toute une partie qui est post-interaction et qui, elle, va analyser de manière beaucoup plus fine ce qui se passe avec des données, et de manière beaucoup plus exhaustive qu'on ne le faisait, parce qu'on le faisait simplement sur du carottage ou... Les deux premières parties, elles sont plutôt du côté de la marque dans les investissements à faire. Donc, elles nous concernent moins, ou en tout cas, elles concernent plutôt notre partie conseil pour accompagner cette partie-là et notamment ne pas oublier les humains qui vont fonctionner après. La dernière partie, là, pour le coup, elle nous concerne beaucoup plus. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau qui ont derrière leur maillot la petite puce, et qui fait qu'à la fin du match, on a toutes les données et qui permettent de progresser et de faire en sorte que on soit en amélioration constante et en performance supérieure. Mais là aussi, soit on en fait un outil de contrôle, de flicage, pour dire avant on ne regardait que 3-5%, et maintenant on va pouvoir regarder 100%, et à ce moment-là, c'est terrible parce que c'est même plus les temps modernes de Chaplin, c'est l'horreur absolue. Soit on le donne aux équipes et à l'ensemble des conseillers pour que eux-mêmes s'en saisissent pour grandir avec ça et être capable d'identifier ce sur quoi on peut progresser pour eux, pour l'équipe et pour l'ensemble du parcours. Donc voilà, l'avenir,
D'abord, moi, je suis un optimiste né, donc l'avenir, il est plein de bonnes choses encore à développer dans ce métier. Quel héritage souhaitez-vous laisser ? Alors, l'héritage que je souhaite laisser à mes enfants, à mes équipes, moi, je reviens sur cette notion d'équipe. Moi, je rêve d'une société dans laquelle l'ensemble des membres, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs différences de taille, de force, d'origine, soient capables de jouer avec intelligence collective, de se battre côte à côte, d'être en soutien. On parle souvent de soutien dans l'axe, mais soutien des uns des autres pour porter les projets, pour relever les défis, et puis à la fin participer au bien commun qui nous transcende tous. Et à la fin, faire la fête ensemble. Ça c'est la société que je vois et cette société, qu'elle soit entreprise, qu'elle soit commune, et je le vois à l'échelle de mon petit village, ou qu'elle soit pays, je pense, là encore, que le rugby, qui est une école de vie, qui est un modèle pédagogique, comportemental, organisationnel, peut et doit nous inspirer sur ce type de fonctionnement. Et ça, déjà, si on arrive à faire vivre ça, on a une société qui fonctionne nettement mieux. Et après, dans cette société, la relation client, ou la relation usager, ou la relation avec un patient, elle tisse un lien. Elle apporte une relation à l'autre qui fait notre humanité. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie de léguer, c'est que cette relation à l'autre, nous osons dans notre entreprise parler d'amour, cette énergie qu'est l'amour, eh bien, elle est le fondement même de notre humanité. Et que si on fait disparaître ça, eh ben, on n'est plus des humains. Et donc, voilà, c'est ça, moi, que j'ai envie de... avant de le léguer, c'est ce que j'essaye de faire avancer au quotidien dans l'entreprise, enfin, dans toutes les sphères dans lesquelles je suis et dans lesquelles je vais, que ce soit la commune, que ce soit l'entreprise, que ce soit la famille, que ce soit les associations. Moi, je n'ai pas une vie différente suivant que je suis dans l'un ou dans l'autre. J'essaye d'apporter cette contribution-là parce que c'est celle à laquelle je crois profondément. Avez-vous des regrets ? De temps en temps, je me dis que j'aurais dû être entrepreneur un peu plus tôt. Mais en même temps, je ne suis pas sûr que si ça avait été plus tôt, ça aurait peut-être été beaucoup plus porté par l'ego. Voilà, je suis devenu entrepreneur, j'approchais la cinquantaine, à un moment où on est bien aligné et je me méfie terriblement de l'ego et j'aime pas beaucoup les gens qui... C'est un moteur, hein, mais il faut savoir le brider. Qu'est-ce qui vous a le plus nourri et fait grandir professionnellement ? Je reviens sur vraiment cette expérience au 13e RDP m'a profondément marqué. Et après, dans l'univers... J'ai deux personnes qui ont
qui ont pas mal compté. Mon premier patron, Christian Serriès, qui d'abord qui m'a initié non pas au rugby en tant que sport, puisque je le pratiquais et que c'est par ça que l'on s'est connu, mais qui m'a initié sur le décortiquage de ce jeu en termes de modèles de flux, de modèles pédagogiques, de modèles de comportement, et m'a fait travailler dessus, et donc ça m'a marqué professionnellement très fortement. Le deuxième, et vous allez voir, c'est un peu curieux, le deuxième modèle professionnel, c'est mon père. Mais pas en tant que père, mais par rapport au point que j'évoquais sur l'humilité et l'ego. Mon père était... il était fin quadra, début quinquat, directeur général adjoint de l'entreprise dans laquelle il était. Et son PDG vient à partir à la retraite, et donc naturellement il est l'homme placé pour prendre la suite. Et il regarde l'ensemble des défis et des projets qu'avait la compagnie à ce moment-là, et il a décidé de mettre en tant que président-directeur général son adjoint. Et donc, son adjoint est devenu son patron. Et c'est lui qui a fait ça. Et au moment où il fait ça, je suis un peu enfant, je suis encore marqué par l'ego. Je me dis, mais que fait-il en me disant, mais c'est quoi ? C'est un manque d'ambition, c'est de la peur, Et j'avais un regard presque critique, mais au sens négatif. Et c'est une des plus belles formes d'amour et là, pour le coup, d'héritage sur comment je ne mets pas l'ego en premier, mais comment je mets l'intérêt général, l'intérêt de l'entreprise au-dessus de tout. Ça m'a marqué. Avez-vous une belle expérience client à nous partager ? Alors, j'en ai deux qui ont rien à voir. La première, elle se situe en Australie. Et au moment où j'étais chez Accor, donc j'avais des équipes là-bas, et j'ai un problème avec la banque, et le point qui me stresse le plus, c'est quand les salariés vont pas être payés en temps et en heure. Et donc il y a un problème qui fonctionne pas, et j'appelle la banque, et je tombe sur un centre d'appel, et la conversation démarre pas bien. Comme ça peut arriver, hein, et au bout d'un moment, je me dis, bon, ça commence à monter dans les tours, parce que voilà, le côté stressant de la situation faisait que j'étais un peu tendu. Et puis au bout d'un moment, la personne en face de moi s'arrête et me dit, c'est à peu près ce que j'ai compris, mais vous avez raison. Vous venez de mettre le doigt sur un de nos dysfonctionnements, et je vous en remercie. Quelque chose comme ça. Et elle continue en disant, mais vous êtes là pour quelques jours, vous êtes descendu où ? Et donc voilà, bon, j'étais chez Accor, donc j'étais dans un des hôtels Accor à Sydney, et le soir. Alors, je pense que j'avais dû, à un moment donné, comme on l'a fait au cours de la conversation là, parler un peu de rugby. Le soir,
quand je suis arrivé à l'hôtel, j'avais un billet pour un match qui avait lieu 2 jours après, qui était un match entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, donc le top de ce que je pouvais imaginer. Et voilà, ça c'était... Et alors, ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis dit, est-ce que c'est organisé ou est-ce que c'est spontané? Quelle est la marge de manœuvre? Alors là, je l'ai regardé en tant que professionnel de la relation client en me disant, c'est extraordinaire comme capacité à donner une initiative possible à un conseiller. Et le deuxième n'a rien à voir, mais c'est pour montrer que la relation client et l'expérience client, elle n'est pas forcément dans l'univers simplement limité de la relation client. On fait des travaux dans la maison, dans le village dans lequel je suis élu, et mon épouse, pendant tous les travaux, tous les matins, elle offre le café. Et à un moment, on refait un toilette et on a prévu de mettre un petit lavabo, un petit point d'eau. Et alors qu'on n'a rien dit, rien décidé, rien véritablement défini, on retrouve un jour le toilette avec une pierre taillée en guise de lavabo, faite par un des ouvriers. Voilà. Et là, moi, je suis resté bouche bée parce que c'est l'initiative d'un ouvrier. C'est même pas l'initiative du patron ou de. Et ça montre que l'expérience client, elle n'est pas simplement dans un secteur, de l'entreprise, dans une fonction, mais qu'elle est partout et qu'elle est possible partout. Né la même année que le grand rugbyman français Serge Blanco, alors quel est votre secret pour emmener votre équipe vers l'excellence ? Alors d'abord, Serge Blanco, c'est effectivement une figure, un mythe. J'ai le souvenir de la première Coupe du Monde justement à Sydney et de cet essai de Blanco en demi-finale contre les Australiens, qui nous envoie en finale contre les Blacks. Donc voilà, c'est un grand monsieur de ce sport. Qu'est-ce qui nous amène vers l'excellence ? Ce jeu, il fait comprendre que l'on a besoin des uns des autres, mais il est structurellement fait pour que on soit obligé de trouver un soutien derrière qui vient vous appuyer. On est avec une ligne de front, et nous, notre métier, c'est une ligne d'interaction avec le client. Et dans le jeu, on est dans le jeu de rugby, on est avec une réorganisation permanente autour de cette ligne de front, et l'initiative, elle est au porteur du ballon, et tous les autres derrière doivent suivre. Dans notre métier, celui qui est en train de traiter la relation avec un client, c'est pareil que le porteur de ballon, c'est lui, à cet instant-là, qui porte tout seul la totalité de l'entreprise qu'il représente par rapport... Et tous ensemble, on doit s'organiser pour lui rendre le plus possible cette capacité à réussir ce qu'il fait. Donc on trouve dans ce jeu, et nous on va jusqu'à
mettre les gens sur le terrain. Moi, j'ai passé, il y a un an, on a passé la centaine de personnes du management et des supports sur le terrain à jouer au rugby alors jouer au rugby sans la violence des impacts, mais pour bien se positionner et comprendre comment on se rend utile et que l'action ne s'arrête pas au moment où j'ai passé à l'autre, mais que je me remets en disponibilité. Il n'y a rien de pire dans les entreprises que les passagers clandestins qui si on ne va pas les chercher, ils ne sont pas là. Et donc, c'est ça qu'on travaille, c'est ça qu'on travaille en permanence. Et avec cette notion de subsidiarité qui est donner le pouvoir, donner la prise de décision. L'histoire de la Banque d'Australie, là, tout à l'heure, elle est extraordinaire. Je ne sais pas si c'était organisé, mais en tout cas, donner cette capacité de prendre la décision au plus près, que les équipes soient le plus autonomes possible, c'est bien. C'est écrit dans les bouquins de management, l'entreprise libérée, Reinventing Organizations et so on. Mais la réalité, c'est que c'est assez facile à dire et d'une complexité inouïe à mettre en œuvre. Et le jeu, par un effet un peu de billard, par un effet de mise en situation qui n'est pas tout à fait professionnel, ce jeu de rugby permet d'en prendre conscience et permet d'aller le faire, on va dire, un peu plus que simplement le dire. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, on avance dans cette direction. C'est quoi votre truc pour décompresser les week-ends ? Alors, mon truc pour décompresser les week-ends, c'est les emmerdes en chasse d'autres. Parce que je sors les emmerdes de la semaine, parce que l'univers des opérations, c'est un univers où quand il n'y a pas d'emmerde, c'est qu'il y a quelque chose qui est louche. Et je les chasse par les emmerdes de la vie quotidienne du petit village, avec son lot de conflits de voisinage, d'histoires de clôture, mais aussi l'état de la voirie. Enfin, il y a plein de petits trucs. Donc, j'ai l'évacuation des emmerdes par les autres. Et puis après, le lundi matin, je chasse tout ça par une partie de trinquet, qui est un jeu de pelote basque, qui est entre 4 murs, mais c'est l'équivalent de 4 à 5 terrains de squash, plus des galeries. Mais vous pouvez cogner tant que vous voulez contre le mur, ça revient. Et donc, ça permet d'évacuer votre trop-plein on va dire, d'énergie négative s'il y en avait. Voilà, donc ça, c'est ma façon d'évacuer ça en un week-end. C'est ces deux aspects. Qu'est-ce qui vous motive chaque matin ? De construire, parce que on est loin d'être abouti, cette société sur laquelle on peut avancer. J'ai une phrase en tête de Mère Teresa qui dit à peu de choses près que quand vous avez quelqu'un qui vient à votre rencontre, il faut qu'il en reparte plus heureux. Alors ça fixe un objectif assez élevé, mais si une fois dans la journée, vous avez transmis un peu d'énergie à quelqu'un d'autre, vous en repartez avec un coef multiplicateur dingue. Et c'est ce que j'essaye de faire passer au niveau des équipes.
c'est que dans ces interactions qu'ils ont à gérer chacun tous les jours, cette capacité à envoyer un peu d'énergie, c'est un démultiplicateur extraordinaire. Et donc, si nos 550 personnes en font ne serait-ce qu'un ou deux par jour, et se dire qu'on a changé un petit peu le cours d'une journée d'un millier ou d'un peu plus de personnes, voilà, ça me fait vibrer tous les matins. Et quand on traverse un plateau, on voit assez vite la personne sur son visage qui est en train d'envoyer une énergie positive ou pas. Voilà. Qui sont vos modèles dans votre vie ? Je les ai évoqués. Christian Sériès, mon père ont été des modèles. Après, je me méfie beaucoup des égos surdimensionnés, parce que tous ceux qui font une carrière un peu publique, qui soit politique, mais même ou acteur ou grand dirigeant dans les grandes entreprises, on est plus avec des égos, et donc c'est pas ça qui m'attire. Quel livre lisez-vous en ce moment ? Alors, je viens d'en terminer un qui est un petit roman de Christian Signol, qui est un auteur qui parle beaucoup du terroir et du terroir assez proche du mien, aux confins de la Dordogne, de la Corrèze, en tout cas autour de la rivière Dordogne. Et qui relate l'histoire d'une famille française et qui montre comment en deux générations, en moins de 3 générations, on a un décalage profond entre la vie de la terre et puis la vie dans la ville et dans les grandes organisations. Et moi qui vis entre les deux, ça reboucle avec ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'héritage. Je trouve que ce terroir, ces terroirs, parce qu'en France, on a cette chance absolument extraordinaire d'en avoir, mais une infinité incroyable, et en beauté, et en construction, et en patine de ce que sont les individus, que il faut non seulement s'y ressourcer, mais retrouver un équilibre avec ces territoires. Nous, on a la chance d'être installés dans 3 sous-préfectures qui irriguent des terroirs ruraux à Abbeville, à Redon et à Libourne. Et donc, c'est extrêmement important pour nous. C'est d'autant plus important que j'évoquais tout à l'heure le fait d'être maire d'un petit village. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous avez une vision à peu près fine des décisions qui impactent vos salariés, vos employés, et vous vous dites, par effet d'écoute et que ça touche un peu leur famille aussi. Mais vous avez relativement du mal à imaginer combien ça peut toucher bien au-delà. Et cette casquette de maire d'un petit village, je vais vous donner une anecdote. On a une entreprise qui fait
qui fait des panneaux en bois stratifiés, qui fait 600-700 personnes, et donc qui est le gros employeur à une douzaine de kilomètres du village. Et donc qui doit avoir au moins une dizaine de familles du village qui sont salariés là-bas. Et un jour, il change, mais un peu accessoirement, l'organisation du temps de travail et les plannings. Eh bien, ça a bougé à peu près toute la vie du village. Parce qu'il a fallu qu'on repense les heures d'ouverture de l'accueil des enfants pour l'école, des activités périscolaires et autres. Et donc, moi, en me replaçant dirigeant d'entreprise, je n'imaginais pas que ça pouvait avoir autant d'importance. Et donc, fort de ça, et ça rebondit avec la logique de mission, on est installé et on discute sur chacun de nos sites, sur chacun de nos centres d'attention, j'aime bien les appeler comme ça. On discute avec les autorités locales, pour voir comment et qu'est-ce que l'on peut faire, comment on peut jouer, et notamment sur des formations, comment on peut aller dans les écoles. Enfin voilà, on développe un certain nombre de choses grâce à ça. Musique du moment ? Oh, alors j'écoute un peu de tout. Et alors pardon, je reviens sur le livre du moment tout à l'heure. Le livre du moment, j'ai reçu aussi un livre sur le rugby encore, mais qui analyse le combat dans le rugby par rapport à l'organisation de la guerre de Lao Tse. Donc voilà, j'ai ce petit fascicule. Je ne l'ai pas encore totalement lu, mais ça fait partie du livre du moment. Un film préféré ? D'une certaine façon, si je reste dans cette logique-là, Invictus, avec l'impact de Mandela sur l'Afrique du Sud en 1995 et sur leur premier titre est extraordinaire. Et avec l'énorme frustration qu'on a tous eue avec cette Coupe du Monde où on perd en quart de finale cette année, enfin juste en 2023, là, je me dis, et quand j'entends Colisi, le capitaine des Springboks, je me dis que on a à travailler ce petit plus, parce qu'on a des grands compétiteurs et qui au niveau sont largement capables d'être champions du monde, mais il leur a peut-être manqué ce tout petit truc qui est là chez les Sud-Africains et qui fait qu'ils ont quand même passé 3 matchs à passer à 1 point pour terminer champion du monde, et qui est notre grande frustration. Voilà. Quelle citation vous correspond le mieux ? J'aurais pu prendre la devise du régiment au-delà du possible, ou bien la phrase de Mère Teresa, mais j'en ai une qui a été prononcée par un sultan du Maroc, Moulay Ismail, et qui disait: la différence entre le désert et un jardin, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Voilà, et je trouve, par rapport à tout ce qu'on évoquait sur les dimensions humaines et de ce qui fait notre humanité, voilà, elle me plaît pas mal. Pour conclure, quel message avez-vous laissé sur le livre d'or ? Alors,
j'ai besoin de développer une pensée. Donc je n'ai pas laissé, comme la plupart de vos... J'ai feuilleté des grands messages en une phrase ou en quelques mots. Et donc moi, je vous ai écrit quelque chose qui est beaucoup plus long parce que je l'ai développé, mais qui dit à peu près ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce qu'on pouvait laisser, et qui et en revanche qui conclut sur le fait que, alors oui, dans une société de plus en plus individualiste, de plus en plus robotisée, la relation client-usager-patient et les métiers qu'il apporte sont fondamentaux pour l'avenir de l'humanité de notre société. Voilà, c'est ça mon message que je souhaite laisser. Un grand merci, Benoît Bourla, pour ce moment empreint de discernement et tellement passionnant. C'est la fin de ce numéro. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape humaine de Checkpoint sur A-News Expérience Client. Encore merci, Benoît. Merci, Daniel.